Aujourd'hui, on a un webinar assez spécial. C'est la première fois qu'on fait un webinar 100% alumni de Maestro, ancien de Maestro. Et ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Et du coup, merci Jennifer Gonzague qui va nous rejoindre, d'avoir accepté. Il y a quelques semaines, c'était vous qui étiez là à poser des questions et à faire passer des webinars. Et c'était déjà intimidant. Alors là, quand on passe de l'autre côté de la barrière, ça l'est peut-être un petit peu plus. Mais bon, il faut se jeter à l'eau. Donc merci d'avoir accepté ça. C'est très cool. Je vais essayer d'être gentil, mais pas trop. On connaît le format normalement, Ouais. donc ça va. Hop, hop, hop. Alors, c'est un bon moment pour transitionner dans le product management. Un très bon moment. On va parler de ça. On va spécifiquement, évoquer le sujet de Jennifer, de Gonzague et de Manon qui n'avaient pas ou peu d'expérience dans le produit et qui ont transitionné doucement. Et on va essayer de décortiquer un petit peu étape par étape et regarder aux différentes étapes qu'est-ce qui a pu fonctionner, qu'est-ce qui a pu moins fonctionner, quels ont été les blocages et comment est-ce qu'ils ont réussi à passer ces blocages. Il faut savoir que, mais je pense qu'on en parlera, qu'il y a aussi un facteur réussite qui rentre dans tout ça, même si, comme Didier Deschamps, je dirais que la réussite, ça se provoque. N'hésitez pas à poser vos questions, franchement, vous connaissez, hein, pour ceux qui sont déjà venus avec nous, format libre, vous pouvez poser vos questions sur la chatbox, en chatbox. Je vais commencer par vous partager très rapidement mon écran. Alors, si vous ne le savez pas, vous êtes chez Maestro. On est un bootcamp d'excellence dans le product management et on a des promotions qui vont bientôt commencer en full-time à 7 semaines en mode classe prépa ou en part-time, 14 semaines cours du soir. Donc, mon ordinateur, alors il faut vraiment que je change d'ordi aussi, c'est un peu comme Manon, là, moi je suis encore pire, mon ordi il saute parfois, s'il saute, c'est pas très grave, je reviens très très rapidement normalement. Alors, qui est en recherche d'emploi? Qui recherche un petit peu côté product management? Ça m'intéresse de savoir, mettez-le dans la chat room, s'il vous plaît. Et surtout, qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire? Dites-le nous, c'est ça qui va nous aider à calibrer. Hop. Alors, on va sur ce arrêter le partage, démarrer tout de suite. Très rapidement, alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez me décrire votre parcours avant la formation Maestro? Tiens, Gonzague pour commencer. Ok, très bien. Euh, Avant Maestro, j'ai fait des études de commerce en Angleterre, un bachelor. J'ai toujours été un peu attiré par l'univers entrepreneurial, innovatif, etc. Donc, j'ai rapidement fait des stages en start-up. Ouais. J'en ai fait un pendant mon bachelor, un après, puis ensuite, j'avais fait la piscine de 42 parce que j'étais super attiré par tout l'aspect tech. Je me posais vraiment des questions. Qu'est-ce que les développeurs font quand j'étais en stage? Ouais. Et du coup, après, j'ai été data analyst chez Papernest. Papernest, pour ceux qui connaissent à Paris, c'est une scale-up. Et puis ensuite, j'ai fait un master de big data à l'ESCP. Et ensuite, je suis allé chez Content Square en tant que Customer Success Manager. Parce que justement, enfin, je voulais me rapprocher un peu de la création de valeur dans l'entreprise. Et j'ai réalisé qu'en fait, Customer Success Manager, c'était trop loin de la création de valeur. Et donc, je suis parti. Et là, ensuite, j'ai trouvé Maestro pour me former au product management. Et j'ai intégré BAM, qui est une agence de développement mobile. Donc, on développe des apps mobiles pour des clients. Alors, on va y arriver. Jennifer, est-ce que tu peux nous partager ton parcours avant la formation? Oui, alors du coup, moi j'ai fait une école d'ingé et je me suis spécialisée en business intelligence. Donc c'est tout ce qui était autour de la manipulation des données, la création des KPI, l'analyse de données.
Et du coup, j'ai été consultante pendant 2 ans chez Havana d'Accenture, où j'ai fait des missions chez des grands comptes, Orange, L'Oréal, entre autres. Et puis ensuite, j'ai rejoint une startup qui s'appelle Apital en tant que responsable BI et Data Analytics. Et j'y suis restée presque 4 ans. Et voilà, j'ai fini ça en novembre 2020 et j'ai enchaîné avec Maestro. Superbe, superbe, très bon choix. Manon? Bon, je m'excuse tout le monde pour ne pas être avant la vidéo. Moi, j'ai un background plutôt en business. Après mes études, j'ai fait un petit stage en start-up à Amsterdam, une start-up e-commerce. Je suis restée juste quelques mois, mais ça m'a donné un peu le goût de travailler en start-up et plutôt le goût même de lancer ma propre start-up. Donc, j'ai travaillé sur un projet d'application mobile pendant 1 an et demi qui faisait de la recommandation personnalisée de produits cosmétiques. Au départ, j'étais seule, puis je me suis entourée de 2 devs et d'un designer. Puis après cette expérience entrepreneuriale, je me suis éloignée de la tech et je suis allée dans l'agroalimentaire où j'ai commencé comme business analyst. Et puis après, je suis passée par le département commercial et finalement, j'ai pris la direction du département marketing. Et ça me manquait, l'environnement startup, et j'avais envie de revenir dans la tech. Et du coup, j'ai fait le bootcamp Maestro pour transitionner. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez 3 parcours complètement différents et que vous avez fait beaucoup, beaucoup de choses avant de faire du produit et que, notamment, entre les lignes, vous avez fait du produit d'une manière ou d'une autre. Et justement, Manon, est-ce que tu peux me dire quelles étaient tes confrontations avec le product avant d'officiellement en faire? Quelles étaient les premières fois où tu as eu le sentiment d'en faire? Mais je pense que la première fois où j'ai été vraiment en contact avec le produit, c'était pendant mon expérience entrepreneuriale, où au tout début, j'ai fait des interviews avec des potentiels utilisateurs, des potentiels clients, et je ne savais pas en fait que tout ça, c'était dans le jargon du produit et de la discovery, si je puis dire. Euh, et puis après, j'ai interagi avec les développeurs et les designers pour faire des wireframes, des prototypages. Au départ, moi, Comment tu as appris à faire ça au départ? Ouais. au départ, moi, j'ai pris un crayon et une feuille blanche et j'ai Comme ça que commencé ça commence. à faire des petits dessins sur une feuille et à montrer ça. Puis après, en fait, j'ai participé à un Startup Weekend où j'avais fait un petit prototype avec une application en no-code. Donc, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et là, ce qui était amusant, c'est que du coup, on pouvait bah, simuler un petit peu le parcours utilisateur en cliquant d'un écran à un autre. Et ça, ça donnait déjà l'illusion d'un premier produit, quoi. Et toi, Jennifer? Alors, moi, j'ai travaillé chez Orange pendant 2 ans et en fait, j'étais dans une équipe Scrum. Alors, même si, voilà, c'est pas forcément ce qu'on entend par une orga produit, mais finalement, c'était un petit peu les prémices à l'époque. Et moi, j'avais le rôle de développeuse BI dans ce contexte. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en fait, le rôle de PO m'intéressait déjà beaucoup plus que le mien. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, la partie technique, finalement, rapidement m'a ennuyée et j'étais beaucoup plus intéressée par la partie client, métier, qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi on le fait surtout, et plutôt que finalement être un petit peu en bout de chaîne et juste être dans la réalisation. Ok. Et toi, Gonzague, c'était quoi tes expériences un petit peu avec le produit avant de faire Maestro? Ouais. Ouais, un peu différente. En tant que Customer Success Manager, on travaille pas mal. En tous les cas, chez Content Square, c'est le cas parce qu'il y a un produit très très fort. On travaille beaucoup avec les product managers parce qu'on est directement avec les clients. Et mon rôle, notamment, c'était de les accompagner sur l'utilisation de l'outil. Donc, j'étais un peu en première ligne chez les clients, à avoir des verbatims, voir un peu sur quoi ils peinaient. Et donc, on remontait un peu certaines manières d'utiliser. On travaillait aussi avec les product managers pour diffuser le savoir et la connaissance produit au sein de l'entreprise. Donc, tu Beaucoup. avais des canaux de communication dans les deux sens, c'est-à-dire que tu communiquais des feedbacks au PM, qui à l'inverse te communiquait des Ouais. features et comment les vendre, comment onboarder les clients dessus. Ouais, exactement. Parce qu'en fait,
chez Content Square, au-delà même d'être un Customer Success Manager, j'étais un expert produit. Donc, j'étais la personne qui utilisait plus la solution dans l'entreprise. Donc, j'étais aussi une des personnes j'étais un bêta-testeur et je les aidais aussi à diffuser un peu le savoir, en effet. C'est intéressant ça. Et du coup, ça a été quoi le déclic? À quel moment tu t'es dit, En fait, c'est beaucoup plus faut que je tôt. saute le pas, quoi. Le déclic, il est beaucoup plus tôt. Il est chez Papernest où j'étais data analyst. Et là, j'étais entré en tant que data analyst parce que je voulais avoir, en fait, mon objectif, c'était de pouvoir lier l'aspect tech et l'aspect fonctionnel. Dire, OK, enfin, lier ces deux univers-là. Et à la fin, le rôle que j'avais, c'était de créer des dashboards pour des sales en interne. Ouais. Donc, je vais aller les voir, je discutais avec eux, je regardais les KPIs qui suivaient, ce qui était le plus important. Ensuite, j'intégrais toute la donnée, je les mettais en place, je leur ressortais des dashboards, je prenais des feedbacks et je les reconstruisais. Donc, tu vois. Et là, je travaillais aussi enfin, je travaillais. Il y avait d'autres personnes dans l'entreprise qui faisaient du produit et en discutant avec eux, je trouvais ça hyper sympa. Je me dis, OK, en fait, je vais faire un master en big data après à l'ESCP. Et en fait, derrière, il faut peut-être que je peux regarder les postes de product management dans la donnée, etc. Ok. Ok. En fait, tu es parti de l'objectif de te positionner un petit peu entre la tech et le métier. Et tu t'es dit, OK, moi, j'aime les chiffres, je vais faire ça avec la data, en devenant data analyst. Et puis, tu as réalisé petit à petit que Ouais, ça restait un exactement. peu trop technique. C'était trop technique, c'était pas assez proche de la création de valeur. Et Pas assez vraiment, tu proche de la vois, création de valeur. ouais, c'était ça en fait. J'aime beaucoup ça parce qu'on répète beaucoup chez Maestro que votre objectif en tant que PM, c'est de la création de valeur. Ouais, ouais, exactement. Dire que c'est rentré. Jennifer, dis-nous, donc, à quel moment tu décides de sauter le pas vers du produit? Bah, je pense quand j'ai fait le tour de mon poste précédent, Ouais. finalement, un poste, à mon avis, enfin, en tout cas, mon ancien poste était peut-être un peu trop redondant. Donc voilà, j'ai fini un petit peu par m'ennuyer et trop technique, peut-être pas assez généraliste, justement, trop axé data, un peu comme Gonzague finalement. Ouais. Et je me suis dit, bah, en fait, non, il faut, voilà, je me réaxer, être dans une création de solutions beaucoup plus larges au niveau de l'IT et pas forcément et uniquement au niveau de la data. Alors, j'ai pas mal de questions pour vous. J'ai une question, plusieurs même en privé, et n'hésitez pas à envoyer des questions sur la chatbox pour Gonzague, Manon et Jennifer. Vraiment, profitez-en. Hein. C'est cool d'avoir ce retour d'expérience. Et moi, je conseille à tout le monde qui veut transitionner dedans ou même accélérer dedans de parler vraiment concrètement à des PM. C'est pas vraiment une question, c'est plus un constat. C'est une personne qui a fait pas mal de certifs. Je ne sais pas si vous avez passé des certifs aussi. Je ne voulais pas demander, j'ai mon avis dessus. Je ne voulais pas demander pendant la formation, mais voilà, quelqu'un qui a passé des certifs PSPO 1, 2, Scrum, qu'est-ce que vous pensez de ces certifs par rapport à l'objectif qui est de transitionner dans le product? Ben moi, personnellement, j'avais fait à l'époque, quand j'étais dans une équipe Scrum, j'avais fait des certifs de Scrum Developer et de Scrum Master. Donc, je les ai faites, je les ai eues. Et en fait, ça m'a servi à rien. Pour le coup, alors même je pense que si au final, aujourd'hui, peut-être que ce sera une plus-value, puisqu'aujourd'hui, ça y est, entre guillemets, ça y est, j'ai le poste. Mais en fait, au moment où je voulais transitionner, finalement, ça n'apporte rien parce que je n'avais pas l'expérience en elle-même. Donc, une certif, c'est sympa, pourquoi pas, mais c'est pas ça qui fera la différence au moment de switcher de poste. Avant de sauter le pas, de faire une formation, bon, j'imagine que ça c'est pas arrivé du jour au lendemain. J'imagine que vous avez commencé un petit peu peut-être à discuter autour de vous, voire à envoyer des candidatures. C'était quoi vos défis à ce moment-là? C'était quoi les retours qu'on vous faisait? Moi, je n'avais pas parce que je passais pas de screening. J'exagère un peu, mais c'est un peu vrai, tu vois. Genre, j'ai beaucoup postulé
sur Welcome to the Jungle, mais il y avait quoi? Il y avait un mois avant de recevoir un retour, une réponse, souvent. C'était la réponse automatisée. Ouais, Désolé. c'est ça. Et puis même, tu vois, quand j'avais une réponse, je sentais vraiment que ça faisait un mois, ils n'avaient pas trouvé de candidat, quoi. Et sinon, je parlais pas mal avec des recruteurs qui trouvaient que mon profil était intéressant, mais bah, désolé, mais tu es trop junior, j'ai pas de truc à te proposer. Et c'était vraiment, tu es trop junior. Et il y avait Pour quoi moi, derrière le Tétro Junior? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'un peu sous-jacent? bah, franchement, enfin, ce que j'en conclus ou ce que je vois, c'est l'impression que j'ai, c'est avec un peu le confinement, les entreprises, elles sont devenues très, très frileuses dans le recrutement. Et comme on disait tout à l'heure, en fait, le product manager, son rôle, c'est d'être au centre de la création de valeur de l'entreprise. Donc, c'est un rôle qui est assez stratégique. Et elles avaient vachement peur de recruter des mecs pour les former ou qui n'avaient pas d'expérience et qui n'avaient pas prouvé de la valeur dans ce domaine. Manon, c'était quoi ton… Ouais, Ouais, vas-y. pour ma part, c'était un peu différent, justement. Ouais, je suis désolée que vous ne puissiez pas me voir, mais bon, c'est pas grave. Pour ma part, c'était un peu différent. En fait, je n'ai pas postulé en tant que product manager avant de faire la formation. J'ai quitté mon travail précédent en me disant que je voulais revenir en start-up, mais je ne savais pas exactement pour quelle position. Et donc, j'ai contacté un peu des gens sur LinkedIn pour comprendre quel était leur rôle. Et c'est en contactant un product manager qui m'a raconté ce qu'il faisait que je me suis dit, que j'ai découvert un peu le métier, la position et ce qu'il faisait concrètement. Et là, je Ouais. me suis dit, ah tiens, ça a l'air intéressant. Il faudrait que j'explore un peu plus. Mhm. Et donc, lui m'a parlé de formations existantes sur Paris. Et je me suis dit, bah, ça, c'est parfait. À l'issue de la formation, donc je suis vraiment allée dans un mindset en me disant, je vais faire la formation pour voir si en fait ce métier pourrait me plaire, quoi. Et Ok, donc il n'y a même pas eu on va dire, de grosses questions avant, ou de grosses certitudes ou d'exploration. Tu y allais, puis tu as dit go, on y va, et puis on verra. exactement. Donc, j'ai pas postulé avant à des offres parce Ouais. que je me suis dit, faut que je creuse d'abord, voir si ça peut me plaire, quoi. J'aimerais bien savoir dans la chatroom s'il y en a qui se sont pris des refus, qui ne passent pas les screenings, pour qui c'est un vrai défi là, en ce moment de transitionner dedans. J'aimerais bien savoir quelles sont les raisons derrière. Jennifer, toi, comment ça s'est passé un peu ce travail exploratoire avant de faire une formation? À quoi ça a ressemblé? Est-ce que tu as postulé? Est-ce que tu as candidaté? Ouais, moi j'avais commencé à postuler, on va dire, en fin de confinement, enfin du premier confinement, justement, parce que je commençais à se poser plein de petites questions. Et donc, dans un premier temps, sur des postes de chef de projet data, chef de projet BI. Ouais. Et en fait, plus ça allait, et plus je me disais, non, mais finalement, ça ressemble encore trop à ce que je fais actuellement. J'ai envie d'aller plus loin. Et c'est vrai que là, pour le coup, finalement, je passais pas parce que ça allait pas très loin parce que justement j'avais pas d'expérience sur le poste en question, donc en fait ça bloquait tout de suite. Tu as passé des premiers screenings, tu as passé des premiers… Non, même pas. Enfin, j'avais des retours, non, j'avais des retours négatifs, ou sinon j'étais pas mal en contact avec des chasseurs de tête, Ouais. et eux justement me faisaient des retours assez concrets, justement sur mon profil n'était pas adapté, et potentiellement, j'avais ma chance sur des postes de chef de projet data, mais finalement c'est pas ce qui me, c'est pas ce qui me bottait, donc voilà, je suis restée un peu dans un entre-deux et je savais pas forcément quoi faire. Et Ouais. voilà, ça a commencé à mûrir, en tout cas, on va dire, oui, l'été dernier. Alors, j'en profite parce que j'ai un truc qui me passe par la tête. Souvent, quand on me demande comment est-ce que je peux travailler mon LinkedIn pour attirer un peu plus l'œil des recruteurs, je dis allez voir le LinkedIn de Jennifer Palares. Donc, ceux qui se posent la question, allez voir le LinkedIn de Jennifer Palares. Donc, ok, donc tu te prends des refus. Bon, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est aussi ta réponse par rapport à pourquoi tu choisis de passer par une formation et pas faire autre chose, hein, parce que on va pas se le cacher, hein, il y a 1000 façons de décrocher un job en product.
Je pense que après, ça a été aussi un concours de circonstances parce que moi, dans la société où j'étais, il y a aussi eu un plan de départ. Donc, moi, ça a été aussi l'occasion, c'est un petit peu fait tilt. Et je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais pour faire une formation. Je pense que si ça n'avait pas été le cas, ça ne me serait pas forcément venu à l'idée. Je me serais peut-être formée par moi-même, en me renseignant sur Internet, en lisant des articles, en lisant des bouquins, mais j'aurais pas forcément pensé à la formation. Et ça, finalement, ça a été un petit peu le contexte, finalement, avec cette crise et ce plan de départ qui m'y a poussé et je regrette pas, évidemment. Okay. Alors, on va parler un petit peu de la formation avant de passer au concret des candidatures. Qu'est-ce qui a été clé pendant la formation pour vous trois? Alors, juste pour donner un petit peu de contexte, la formation, elle est intensive et on voit tout. On voit la discovery, on voit la delivery, on voit le côté organisation et communication. On pratique beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des choses il y a certains sujets sur lesquels, sur lesquels vous prenez plus que d'autres. Et c'est normal. Et là, ce qui m'intéresse, c'est vous trois, quels ont été les sujets clés, quel que soit le sujet, hein, ça peut être l'expérience, ça peut être une thématique, une autre. Quels ont été les sujets clés pour vous, pour avancer vers cet objectif de décrocher un job en PM? Ouais, c'est une assez bonne question. Moi, je dirais qu'en fait, même si j'avais travaillé en startup avec des product managers, etc., que je pensais que je connaissais un peu le métier parce que j'avais beaucoup discuté ou que ça faisait longtemps que j'étais dans cet univers-là, faire la formation m'a fait réaliser que je n'avais pas du tout l'état d'esprit et j'étais pas. Ouais, je savais ce que c'était que le design thinking, le process d'itération, etc., etc. Mais j'ai vraiment appris à creuser les pourquoi, à creuser, à chercher les problèmes. En fait, j'étais vraiment focus solution tout le temps. J'essayais vite de trouver quelque chose. Et je trouve que le gros apport pour moi, c'est vraiment d'adopter cette mentalité produit du product manager, de se dire, en fait, je ne suis pas là pour apporter des solutions, je suis là pour creuser des problèmes. C'est passé par quoi, par exemple? Un peu tous les cas pratiques qu'on fait tous les jours, je dirais. Et aussi plusieurs reprises quand Annabelle, qui avait un peu plus de recul par rapport à nous, passait, et elle disait, ah, ben, vous êtes encore assez solution, ah là, vous êtes vraiment passé en mode question, etc., ou en mode problème, etc. De temps en temps, il y a des réflexions comme ça que je voyais passer, toi aussi, qui apporte énormément cette vision et cette culture, et tous les cas pratiques qu'on fait tous les jours, en fait. Okay. Jennifer, toi, ça a été quoi les points clés? Je pense que c'est assez global sur les retours d'expérience en fait, que chaque intervenant nous faisait au quotidien. Je pense que ce n'était pas forcément une thématique en particulier, mais c'était un petit peu tous les jours avec leur retour d'expérience, comment ils ont vécu telle situation. Et aussi potentiellement de se dire que des situations dans lesquelles ils ont été en échec, où ça ne s'est pas forcément bien passé, finalement, c'est aussi une expérience et c'est aussi une expérience à valoriser. On en apprend des choses et je pense que ça aussi, ça fait aussi du bien à entendre pour aussi pouvoir se remettre en question et se dire que voilà, nous, on démarre sur ce rôle, sur ce métier et en fait, on peut se louper et en fait, bon, il faut éviter, mais en tout cas, c'est pas très grave et on pourra avancer et recommencer, et itérer et s'améliorer. Et en tout, je pense que l'entendre de gens qui ont l'expérience, ça rassure. C'est quoi ton retour d'expérience préféré, celui qui t'a le plus marqué si tu devais en garder un aujourd'hui? Ah, c'est la question piège. Honnêtement, je ne sais même pas. Ouais, je suis d'accord avec Jennifer. Il y a plein de moments, je sais pas, disons un moment marquant, par exemple, c'est le Demo Day à la fin, quand on vient tous avec nos solutions et qu'on regarde un peu, parce qu'on travaille à trois, chacun de notre côté, on travaille beaucoup. Et quand on voit tout l'effort que tout le monde fait, on se dit, ah, ils ont fait ça, c'est vraiment stylé, j'y aurais pas pensé. Ah, ils sont allés loin, ils sont allés loin dans leur discovery.
Ils sont allés loin de leur travail. Et ça, c'était très cool de voir un peu. On avait l'habitude de travailler ensemble pendant 5 semaines et d'avoir travaillé avec chacun, mais voir en fait jusqu'où sont allés les autres, c'était cool. Ouais, C'était leur cool. vie démodée, c'est clairement l'apogée. Et on voit comment tout le monde a évolué. Ça permet Ouais. de se rendre compte d'où on vient. Mm. Et c'est là qu'on se rend compte que la formation a été riche. Et justement, Ouais. qu'est-ce qui a été clé pour toi, Manon? Quel sujet, quelle thématique? Moi, comme Jennifer, j'ai vraiment aimé la diversité, de rencontrer énormément d'intervenants, de startups de tailles différentes, de maturités différentes, d'organisations différentes. Ça, c'était très, très riche. Mais ce qui m'a bien plu aussi, en fait, c'est le mélange entre d'un côté la data et l'humain. Finalement, ça reste un métier quand même Mm. très humain aussi. Il faut parler aux clients, il faut communiquer en interne. Et je trouvais intéressant cet aspect très, très data, très tech, et en même temps ce côté très, très humain aussi, quoi. Ouais, c'est trop cool comme question. Je me rappelle d'une interview que j'avais fait avant Maestro, dans lequel on m'avait demandé est-ce que tu penses que c'est un métier de soft skill ou de hard skill? Et moi, j'étais un peu, bah, je sais pas trop, un peu les deux, non? Et en fait, c'est vraiment un métier de soft skill, beaucoup plus. Donc, si vous Effectivement, tombez sur cette question, je vous donne la réponse. tombez pas dans le piège. Euh, alors, on va passer à la suite. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser. Donc, vous sortez de la formation. Ça ressemble à quoi derrière votre stratégie de candidature? Moi, j'ai commencé par me poser la question dans quelle taille de start-up je voulais travailler. Parce qu'au cours de la formation, je me suis rendu compte que le job de PM est un petit peu différent dans des plus petites structures où effectivement le scope est plus large, et dans les plus grandes structures où le scope est plus réduit, on devient peut-être plus expert sur une dimension du produit. Mhm. Moi, personnellement, j'avais envie d'être dans une structure un peu plus petite pour avoir l'opportunité de toucher un petit peu à tout, du moins pour le début. Et comment tu as fait alors pour, euh, pour te préparer, en fait, pour mettre toutes les chances de ton côté? Et même avant la préparation d'entretien, quelle a été globalement ta stratégie de candidature? Puis après, je me suis dit, bah, par rapport à mon parcours, quels seraient les secteurs qui pourraient faire du sens? Comme j'avais travaillé dans l'alimentaire, je m'étais dit la food tech, pourquoi pas. Aussi, j'avais envie vraiment d'une mission qui résonne avec moi. J'avais vraiment envie de me sentir très emballée par la mission de la boîte. Il fallait clairement que ça résonne, si c'était un critère important. Je voulais travailler pour une startup avec un projet qui ait du sens, du moins à mes yeux, et aussi une chouette culture d'entreprise. Et c'est vrai que parfois, on se dit, ouais, c'est un peu bateau, la culture, mais en fait, c'est super important au quotidien. Et moi, c'est un élément qui m'a vraiment motivée à postuler ici aujourd'hui. Ok. Euh, mais du coup, derrière, est-ce que tu commences un petit peu à contacter des gens petit à petit, à envoyer des CV sous le manteau ou à candidater frontalement sur du LinkedIn, sur du Welcome, à passer par certains réseaux? Comment est-ce que ça se met en construction, tu vois, tout ça? Comment ça Ouais. s'orchestre? Dans un premier temps, j'explore un peu les offres sur Welcome to the Jungle, LinkedIn, sur différents sites. Chaque fois que j'en vois une qui m'intéresse, je, la, je copie l'offre, le lien de l'offre et le titre, et je la mets un peu dans un petit backlog. Et je commence à en empiler une petite quantité. Et en un coup, je commence à sentir qu'il y en a certaines dans cette liste où je me dis, ah, là, je devrais creuser un peu plus. Et donc là, je passais dans une phase un peu plus background check. Ok, ça a l'air sympa. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait la boîte? C'est quoi son business model? Est-ce qu'ils ont levé des fonds? C'est quoi la taille? Je manipulais un peu leurs produits. J'essaie de me projeter un petit peu dans cette entreprise. Je relisais vraiment à fond le descriptif de fonction, et j'essayais de voir par rapport à
chaque phrase du descriptif, comment quelque chose dans mon expérience pouvait être mis en avant, en quoi je pouvais vraiment être un bon fit. Et si je sentais que ça allait pas, si au final, à l'issue de ce background check, je ne le sentais pas, ben, c'est pas grave, je passais à une autre et je mettais le paquet après sur celle pour lesquelles le background check était vraiment positif. Là, j'envoyais après ma candidature et là, je faisais le truc à fond, quoi. Le CV un peu adapté, j'essayais de prendre quelques adjectifs qui avaient été mis en avant, la lettre de motivation, je ne l'ai pas mis de côté pour les quelques jobs. Enfin, moi, j'ai pris le parti pris de faire peu d'applications, mais de les faire à fond. Et la lettre de motivation, pareil, vraiment axée plutôt sur la mission, la culture de la boîte, pourquoi je serai un bon fit. Et, euh, et voilà. Et comment est-ce que tu travailles sur une candidature en particulier? Tu fais ton analyse de poste, tu fais l'adéquation entre, tu travailles sur l'adéquation entre ton profil et le poste. Et j'imagine que tu travailles un peu sur l'entreprise, tu en as parlé, mais tu travailles aussi sur le produit de l'entreprise. Ouais. Et comment tu travailles sur le produit? En résumé, comment est-ce que tu travailles sur le produit pour vraiment te préparer à une candidature? Déjà, vraiment manipuler le produit en lui-même, que ce soit sur desktop ou sur mobile, lister un petit peu toutes les fonctionnalités que je vois. Si je voyais des trucs que je trouvais un peu bizarres, je les notais aussi en me disant, tiens, ça peut peut-être être des axes d'amélioration auxquels ils ont également pensé. Forcément, si tu n'es pas encore client ou quoi, tu te crées un compte, tu manipules l'outil de toutes les façons. J'ai même été voir sur des sites de review ce que disaient des clients du produit, voir s'ils en étaient contents ou pas. Et en parallèle de la candidature, une fois qu'elle était envoyée, j'essayais de contacter sur LinkedIn des gens qui étaient actifs dans la boîte, même si ce n'était pas spécialement de la team produit, mais juste pour avoir un peu un feeling de comment est l'ambiance dans la startup et un petit peu me préparer pour avoir plus de billes lors de la première interview, quoi. Très très bonne stratégie, ça, la stratégie la stratégie du crabe. Tu prends en étau, quoi. Tu envoies une candidature et tu fais en sorte qu'on en parle en interne. On l'appelle pas comme ça hein, chez Maestro, mais qu'est-ce qui ok. Bon, et toi, Gonzague, alors, ça ressemble à quoi ta stratégie de candidature? Moi, j'ai une stratégie de candidature un peu différente. Déjà, le truc que je faisais, c'est que comme j'avais remarqué que je passais pas des screenings, j'ai arrêté de vous envoyer des CV. Ou j'ai arrêté de postuler pendant un moment. Pendant un long moment, j'ai arrêté de postuler et j'ai parlé avec des product managers. Et donc, je suis allé sur LinkedIn, j'ai regardé les mecs qui étaient dans mon réseau, ou qui étaient dans mon réseau plus 2, ou des mecs qui avaient écrit des articles ou des trucs comme ça. Je lisais un article, j'ajoutais, et ensuite, j'envoyais un message pour demander des conseils. Quoi. Comment tu fais pour postuler en tant que PM? Comment tu fais pour trouver un job de PM? Et ça, grâce à ça, j'ai retiré plein d'infos, plein de sources. Je me suis introduit dans des startups, etc. Et donc, ça, c'était cool. Après, on avait beaucoup travaillé au sein de Maestro sur nos profils. On avait ciblé l'univers dans lequel on voulait bosser. Et donc, moi, je savais que j'avais plutôt envie de travailler dans le B2B. Je savais à peu près quel était le type d'entreprise que je voulais chercher parce que par rapport à mon profil, c'était plutôt jeune, en début de carrière. Donc, c'était plutôt une entreprise jeune et aussi en début de carrière qui n'a pas forcément le budget de se payer un mec hyper expérimenté. Et donc, par rapport à ça, je regardais un peu comment ça se passait. Et toujours en utilisant LinkedIn, je regardais le produit. Ensuite, je regardais qui étaient les personnes qui étaient déjà dedans. Est-ce que j'en connaissais ou est-ce que je pouvais être mis en relation avec ces gens pour avoir des infos en rab. Et ça, c'est ce que je faisais beaucoup. Networker à mort. Et toi, Jennifer, ta stratégie de candidature, elle ressemble à quoi? Je crois qu'elle est un peu spéciale. Alors moi, je suis peut-être la mauvaise élève par rapport à Manon et à Gonzague parce que en fait, j'avais pas de stratégie du tout. Tout simplement, je pense que pendant Maestro, je me suis posé énormément de questions sur
Alors pas sur le métier en lui-même, mais sur quelle boîte j'aimerais intégrer. Alors au début, je me disais oui, j'aimerais travailler dans tel secteur d'activité ou dans telle taille de boîte. Et en fait, je me suis posé tellement de questions et je savais pas vers quoi je voulais me diriger qu'en fait, j'ai rien fait. Et après, j'ai juste recontacté les chasseurs de tête que j'avais contactés en l'été d'avant. Donc, je me suis un peu repositionnée vis-à-vis d'eux en disant je reviens dans le game et puis ça y est, je suis à la recherche d'un poste et puis j'ai une valeur ajoutée maintenant sur mon profil. Donc maintenant, je peux. Excuse-moi, Oui. Jennifer, mais ça, c'est une stratégie, ça. Recontacter des gens en leur apportant un peu plus de billes, quelques mois après, en leur montrant que tu as avancé, c'est une stratégie. Mais vas-y, continue. Moi, je trouvais que c'était une stratégie assez passive quand même. Et voilà, donc j'attendais un petit peu que ça me tombe dessus, quoi. Alors, ça a été quoi la différence avant et après la formation? Quelle a été la différence pour vous? Déjà, on m'a contacté, on m'a démarché. Enfin, c'est la même chose que toi, Jennifer, mais j'ai fait exactement la même stratégie que toi, c'est recontacter tous les gens avec qui j'ai parlé, et après, on m'a recontacté, on m'a démarché. C'est pareil, enfin, c'est comme ça, je rebondis sur ce que tu disais, c'est une stratégie en soi, Mehdi. Oui, c'est ça. En fait, je pouvais enfin rentrer dans leurs critères. Même si je n'avais pas de l'expérience sur le poste en question, en fait, je pouvais être quand même. J'avais essayé un lien avec le product management et donc je pouvais prétendre à ces postes-là éventuellement. Alors qu'avant, c'était du coup pas du tout le cas. Moi, ça a eu un impact sur ma confiance en moi. Je me suis sentie légitime de postuler, quoi. Ça se passe aussi beaucoup dans la tête. Ça se passe beaucoup, beaucoup dans la tête. On a une question de Nicolas. Alors, sur les études de cas, on va y venir. Nicolas qui est consultant, qui vient du conseil de la MOA, qui a peur d'avoir l'étiquette Ancien Monde et que ça bloque. Faut-il connaître le jargon? Faut-il avoir utilisé des outils? Si je peux répondre, les outils, pas forcément, parce que je dirais que tu vas apprendre à les utiliser de toutes les façons. En revanche, le jargon, un peu plus, oui. Tu as une manière, mais ouais, le jargon un peu plus. Parce que tu as une manière d'utiliser, tu as une manière de travailler en product management qui fait, ouais, en termes de priorisation, de la delivery, la discovery, la user, enfin, tu as plein de jargons et celui-là, en effet, il vaut mieux que tu le maîtrises parce que ça va mettre en confiance les gens qui sont en face de toi parce qu'ils vont se dire que vous parlez le même langage. Alors, je pense, sans trop tu me dis, hein, Nicolas, si je me trompe, qu'il y a quand même une question sous-jacente derrière ça qui est est-ce que ça va être bloquant pour moi, cette étiquette ancien monde, entre guillemets? Après, moi, j'ai envie de dire que c'est un métier de soft skills. Donc, toutes les soft skills que tu as amassées dans ton métier actuel, elles sont applicables. Moi, je pense que c'est une très bonne question et j'ai senti la différence entre les différentes boîtes pour lesquelles j'ai postulé. Certaines étaient plus arrêtées sur le fait que voilà, j'avais pas fait j'avais pas le titre de product manager sur mon CV avant et du coup, je rentrais pas dans la case. Alors que d'autres entreprises, d'autres startups, j'ai senti une approche beaucoup plus ouverte de vraiment s'intéresser à qu'est-ce que j'avais appris dans mes expériences précédentes qui se reliait au product. Et à ce moment-là, c'est là où tu as bien préparé ta copie et tu mets le paquet, quoi. Ouais. Alors, on va rentrer dans du concret. J'imagine que vous avez passé au moins un, voire plusieurs candidatures. Donc, à chaque fois, plusieurs rounds d'entretien. On va essayer de résumer ça en premier entretien de fit, deuxième entretien technique et troisième entretien premier entretien background check, technique, et puis un peu team fit. Moi, ce que je voulais savoir, Jennifer, c'est sur quoi est-ce qu'on t'a, sur ces différentes étapes, sur quoi est-ce qu'on t'a challengé? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a moins fonctionné pour toi? Je pense que c'était vraiment au tout début, c'était savoir ce que j'avais déjà fait dans le passé, qu'est-ce que je voulais faire,
est-ce que mon état d'esprit collait aussi avec… Tu parles de quelle entreprise spécifiquement là? Je parle de Shift pour le Tu coup, parles de Shift. parce que… Est-ce que tu peux nous dire en une phrase, c'est quoi le produit chez Shift? Enfin, qu'est-ce que fait Shift? Qu'est-ce que fait Shift? En fait, Shift propose des solutions basées sur l'intelligence artificielle pour, entre autres, lutter contre la fraude dans le monde de l'assurance. Ok. Tu passes ton premier entretien. Et en fait, voilà, j'ai pas d'expérience de PM à proprement dit. Donc, vraiment, voilà, ça a été d'expliquer ce que je faisais avant, pourquoi je veux changer de poste, qu'est-ce qui peut m'être utile dans mon expérience passée. Et vraiment, voilà, comment moi je me projette, qu'est-ce que je veux et est-ce que ça colle avec leur mindset à eux, tout simplement. Qu'est-ce qui a marché à ce moment-là? Je pense que c'est surtout, enfin, vu qu'il n'y a pas vraiment d'expérience, je pense que c'est surtout la personnalité, le fait que ça matche, qu'on voit les choses de la même manière. Moi, mon but, voilà, c'était de participer à quelque chose, enfin, d'aller dans telle direction. Et, et puis, heureusement, ça a matché, quoi. Super. Tu passes donc un round un peu plus tard, un peu plus technique, une étude de cas. D'ailleurs, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était une étude de cas maison, sur place? Enfin, à quoi ça ressemblait? Alors moi, pour le coup, j'ai eu qu'une étude de cas en live. Tout simplement, on m'a exposé un cas et on m'a demandé qu'est-ce que je ferais dans telle situation, voilà, quelles seraient les choses sur lesquelles je ferais attention et qu'est-ce que… et je pense que l'idée, c'était vraiment de voir justement que je n'étais pas forcément tout de suite dans la proposition de solution, mais finalement, c'était vraiment le fait de se dire, OK, mais pourquoi on veut faire ça et à quoi ça va répondre comme problématique et à quoi ça sert et finalement bien creuser cette partie-là avant de voilà, d'avoir une solution concrète. Donc, ça n'a pas forcément duré très longtemps. C'était plus une discussion, mais je pense qu'il y avait des éléments clés qui étaient attendus. Voilà. Mais Et j'ai eu de au-delà de la chance, je n'ai l'aspect, pas bachoté. au-delà de l'aspect un peu discovery et problème, enfin mindset de chercheur de problèmes, de chercheuse de problèmes, est-ce qu'il y avait des éléments, des composants un peu techniques, des discussions un peu techniques, que ce soit côté design, côté data, côté tech, même côté produit, sur, je sais pas, est-ce qu'on t'a un petit peu chapeauté sur de la priorisation, sur des choses un peu, des éléments un peu techniques, quoi. Je pense ce qui était attendu, c'était d'impliquer les autres équipes, de se dire, OK, ces éléments-là, peut-être il y a discussion avec l'équipe UX à avoir. Sur cet élément-là, on va discuter avec l'équipe de dev si c'est possible, s'il n'y a pas des contraintes. Et en fait, c'était vraiment de se projeter dans une organisation complète et d'utiliser les autres et pas seulement de faire son truc et enfin, tête baissée, sans, tout seul dans son coin. Mais c'était finalement voilà, d'avoir cette implication et d'être dans un groupe plus qu'être seul. Dernier round, tu vois qui, comment ça se passe, on te challenge sur quoi? Alors moi, le dernier round, ça a été le RH et un cofondateur. Donc là, finalement, ça a été, j'avais vu des membres de l'équipe produit sur les phases amont. Et donc là, finalement, c'était, on va dire, pour s'assurer que ça pouvait coller si je m'adapterais aux équipes. Euh, puis après, il y avait aussi, je pense, un petit test d'anglais parce que l'entreprise est internationale. Donc voilà, c'est différents éléments comme ça qui ont été un petit peu vérifiés. Mais la dernière étape, pour le coup, était plus une formalité qu'autre chose. Qu'est-ce qui a fait la différence en dernière étape? En dernière étape, il y a toujours 2-3 candidats, hein. Attention, hein, ce n'est pas une formalité. Qu'est-ce qui a fait la différence? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Ok, bon, c'est honnête, très bien. Manon, tiens, dis-nous. Donc, Yes. toi, si on prend, bon, je sais que tu as eu plusieurs entretiens. Ouais. Au niveau des premiers entretiens que tu as pu avoir, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné du tout? Pour mon job actuel ou bien pour en Alors, général? alors, si tu prends
Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir un peu Bon, évidemment, de savoir ce qui a bien marché dans ton job actuel, vu que tu l'as eu, mais aussi de savoir, pour les jobs où tu t'es arrêté, qu'est-ce qui a bloqué, quoi. D'accord. Déjà, le job actuel, c'était pas gagné parce que j'ai failli ne pas passer le premier tour RH. Donc, j'ai senti à la fin que même s'il y avait un bon fit culturel, etc., j'ai senti qu'elle était un petit peu hésitante à me faire passer à l'étape suivante qui était le case study. Pourquoi? Mais parce que justement, pas cette expérience dans le passé. Et donc, je lui ai dit, là, je l'ai un petit peu supplié de me faire passer le case, tu vois. Et, puis, et au final, voilà, ça a fait un long bout de chemin. Donc, je pense qu'il faut... Enfin, ce qui n'a pas marché, par exemple, dans un autre process, là où je me suis un peu cassé les dents, c'est à un moment donné, j'ai eu un case study un peu en live, comme Jennifer a raconté. Et ça, je ne m'attendais pas trop. Et en plus, ils étaient deux. Et j'ai trouvé ça très déstabilisant. Tu t'attendais pas à quoi, en fait? Au fait qu'ils soient deux ou à autre chose? Non, je ne m'attendais pas au fait d'avoir un case study en live, tout simplement. Et donc là, je ne m'étais pas bien préparée. Donc, il y avait des blancs. J'ai senti un petit peu le stress m'envahir et je voyais un peu leur poker face et je ne savais pas si je partais dans la bonne direction. Je me suis sentie un petit peu perdue sur ce format de case study. Donc là, je savais que ça n'allait pas porter ses fruits. Et... Par contre, si on Ouais. revient alors, à ta boîte actuelle, donc tu as passé le premier entretien, tu as envoyé des emojis cœur-cœur pour passer le case study. Ça marche aussi comme stratégie, hein, les emojis cœur-cœur. Donc, tu passes le case study. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quelle boîte est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, donc là, on parle de Singular, qui est une plateforme de vente d'art en ligne. Et le case study en question, c'était un case study à préparer chez soi à la maison. Donc, elle m'a téléphoné vendredi soir en me disant, bah, écoute, pour mercredi matin, il faut que tu nous renvoies le case. Et un truc finalement qui m'a bien aidé avec Maestro, et ça rejoint ce que Gonzague avait dit au début de ce webinaire, c'est qu'au final, il ne faut pas jumper tout de suite sur la solution. Et je pense que dans les cases, ils ne s'attendent pas spécialement à une solution, mais ils s'attendent justement à voir le raisonnement et la structuration des différentes problématiques. Je dois dire que leur case était assez bien fait parce que ça couvrait à la fois, il était découpé en différentes sous-parties sur différentes problématiques. Donc, il y avait à la fois des aspects plus data, des aspects plus design. Ils voulaient un peu tester un peu les différents skills du product management. Ça, Donc, c'est quand une entreprise fait les choses bien, qu'elle s'est posé la question de quel profil on a besoin et qu'elle a fait une scorecard. Généralement, tu as un case study comme ça qui émerge derrière. Et donc là, quand j'ai reçu le clé, je me suis dit waouh, ça a l'air costaud. Donc au début, faut pas trop se laisser gagner par la panique. Et puis finalement, en structurant calmement chaque point, je pense que j'ai vraiment mis le paquet sur le case study et je pense que c'est ça qui a renforcé ma candidature sur les tours suivants. On a une question de Yuka sur les qualités oratoires qu'il faut avoir quand tu es PM et que est-ce que, tu vois, dans ton entretien où ça n'a pas trop marché parce qu'il y a eu des blancs, est-ce que tu penses qu'ils se sont concentrés là-dessus, sur le fait que voilà, c'était un problème on va dire, de prise de parole, quoi, de qualité oratoire, ou alors est-ce que ça allait un peu plus loin quand même? Non, ça allait un peu plus loin là, c'est pour être plus précis. En fait, il y avait des choses que j'avais dans ma tête qui me paraissaient logiques et que je n'ai pas exprimées oralement. Et donc, à la fin, quand elle a débriefé un petit peu, elle m'a dit, ouais, mais elle a commencé à énumérer certains points et je me suis dit, oui, mais bien entendu, ça, j'aurais jamais fait comme ça, mais je ne l'ai pas dit. Ouais. Donc, en fait, dans ma tête, ça me semblait logique, mais je ne l'ai pas exprimé. Et donc, je pense que
il ne faut pas hésiter à vraiment aller dans le détail et à bien poser l'ensemble des étapes, à bien poser sa structuration en fait. Et là, le fait de voir ces personnes-là qui me regardaient, d'être un petit peu senti un peu déstabilisée, j'ai pas bien présenté les choses et j'ai pas non plus, j'ai pas, I didn't state the obvious, tu vois, j'aurais dû Ouais. aussi dire les choses évidentes, mais je les ai Ouais. pas dites. Ouais. Et Ouais, alors, dernier round chez Singular. Dernier round chez Singular. Donc, voilà, tu as passé le case study. Moi je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont passé ça ces candidatures chez Singular. Donc, je sais que tu n'étais pas la seule au dernier round. Qu'est-ce qui a fait la différence? Comment ça s'est passé? Qui t'a vu? Qu'est-ce qui a fait la différence? En fait, il y a eu encore 2 tours après le case study. Ah oui. D'abord, j'ai eu un tour avec la cofondatrice. Euh, et j'avoue que j'ai tout de suite senti qu'on avait une connexion. En fait, je pense qu'il y a eu un petit peu de chance là aussi. Il y a certaines choses dans mon parcours qu'elle a vécu aussi. Et donc, ça a créé un lien. Mais malgré tout, donc là, elle m'a challengé sur un peu des petits. C'est pas vraiment des cases là, mais c'était plus ouais, des mises en situation. Par exemple, elle me dit, elle prenait des exemples d'autres startups et elle me demandait de commenter sur leurs produits pour voir un petit peu si j'étais connectée à l'univers du produit. Euh, donc, ça, c'était cet entretien-là, ça s'est déroulé un peu de cette façon-là. Ouais. Et après, le dernier entretien que j'ai eu, c'était avec le Head of Product, qui était aussi une nouvelle recrue dans la boîte. Et donc là, je pense que lui devait aussi valider, vu que j'allais être dans son équipe, qu'il y avait vraiment un fit plutôt humain. Mais il avait aussi préparé toutes sortes de questions. D'ailleurs, la dernière, il m'a même posé des questions un peu euh, du style comment tu ferais pour vider je sais plus, il avait dit des questions comme ça, un petit peu Déstabilisante, ouais. déstabilisantes, Ouais. voilà. Et voilà, des choses comme ça. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Euh, toi, Gonzague, donc, je sais que tu as passé pas mal d'entretiens avant de décrocher un poste après Mhm. Maestro. T'as mis, t'as dû, enfin, t'en as passé quelques-uns. Qu'est-ce que, et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'améliore d'entretien en Ouais, entretien. bien. Qu'est-ce qui pêchait au début? Sur quoi tu as travaillé? Et comment Maestro t'a aidé aussi? Ouais, c'était un manque d'expérience qui pêchait, je Ouais, pense. Il y en a un où c'est quand même assez dommage parce que j'avais un bon fit avec la fondatrice, mais il y avait un doute de la part d'un ingé sur un peu mon expérience, etc. Et le product manager qui était là pour valider et qui partait, j'étais peut-être pas assez design pour lui. En tous les cas, lui avait une vision design alors que moi, j'ai plus une vision business. ouais, Ça, faut être clair avec soi-même. Quand tu es product manager, il y a des trucs sur lesquels tu es fort et d'autres sur lesquels tu es moins fort. Moi, j'ai un background de business, j'ai une vision business du product management. mm, Et lui, je pense qu'il cherchait peut-être quelqu'un qui avait une vision un peu plus design. Donc là-dessus, ça a un peu pêché. Donc ça, c'était vraiment dommage. Et hum, après, il y a peut-être des petites choses au niveau de ma rigueur, d'aller en profondeur sur certains sujets, etc., qui ont pêché dans des case studies ou dans du demande où j'ai un peu un manque d'expérience, euh, qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Et après, souvent, j'ai eu des bons fits humains avec les personnes. Et ça, c'était vraiment cool parce que grâce à ça, j'ai, comme je m'étais bien entendu avec les personnes, j'avais eu des super discussions, etc. J'avais vraiment essayé de creuser. C'est un truc que j'essaye de vraiment faire, creuser, creuser à mort les discussions parce que déjà, de un, ça rend l'interview intéressante. Et de ouais, deux, ça te rend légitime quand tu demandes du feedback. Si tu as eu une discussion, si la personne, elle trouve qu'il y a une discussion qui était riche avec toi, ouais. d'ailleurs, tu peux dire, ah, dommage, écoute, j'ai vachement aimé notre discussion. Est-ce que tu as des axes d'amélioration pour moi, pour mes prochaines interviews? Et, euh, et ça, je l'ai vachement travaillé. Alors ça, c'est un truc, j'espère que vous l'avez retenu pendant le bootcamp. Quand vous êtes en entretien, vous n'êtes pas là pour donner des réponses, contrairement à ce qu'on Mm. croit. Vous êtes là pour leader une discussion, ce qui est totalement différent. Et d'ailleurs, en parlant de ça, petite question à double tranchant pour moi. Qu'est-ce qui a été utile pour vous
côté Maestro pour décrocher votre premier poste de PM? Et qu'est-ce qui a été moins utile aussi? Ça m'intéresse. Enfin, pas qu'est-ce qui a été moins utile, où est-ce qu'on aurait pu aller plus loin? Je dirais tout le travail sur notre profil. Donc, se présenter en tant que produit. Donc, se présenter, toi, un product manager, tu es le produit de toi-même. Tout le travail sur quel type d'entreprise je dois cibler. Le travail sur avoir cinq histoires à vraiment bien présenter, etc. Ça, c'était hyper puissant. Et après, l'autre chose que t'apporte Maestro, c'est une connaissance du domaine, le jargon, le mindset, etc. Et quand tu arrives dans une interview, ça marche à mort. Comment est-ce qu'on aurait pu aller plus loin? Peut-être que moi, je me suis fait avoir une ou deux fois sur… une ou deux fois, on m'a demandé de rédiger des specs, par exemple, et ça, je n'ai pas su faire. Ça, je n'étais pas très bon. Je n'avais jamais vraiment fait, je manquais de précision. Donc peut-être que… ouais, je sais qu'on t'avait fait un peu ce retour-là. Peut-être que la journée qui est là-dessus, qui est importante, on peut la faire en deux fois plutôt qu'une pour creuser un peu plus. Ouais. Alors, faut savoir que deux promos de Maestro ne se ressemblent pas. On itère beaucoup sur le programme et on améliore beaucoup le programme. Et donc ça m'intéresse aussi de savoir ça. Et toi, Jennifer, qu'est-ce qui a été utile et comment est-ce qu'on aurait pu aller plus loin? Alors, je pense que déjà d'avoir fait la formation en elle-même, ça a été utile d'un point de vue, ne serait-ce que sur une ligne sur le CV, parce que moi je sais que sans ça, je n'aurais pas été sélectionnée, je n'aurais pas passé le screen chez Shift d'emblée. Ils n'ont sélectionné que certains profils et c'était une des conditions, c'est d'avoir fait une formation ou d'avoir un certain profil. Donc déjà, ça a fait une différence là-dessus. Qui est non négligeable. Et puis après, je pense que c'est de manière assez globale. Je pense que le programme était couvrait tous les éléments finalement un peu du métier, donc c'était très bien. Ou peut-être j'ai manqué de confiance en moi à un certain moment et peut-être que faire passer des entretiens entre guillemets blancs, par exemple, pour se préparer finalement à passer des entretiens de PM en pseudo conditions réelles. Je pense que ça m'aurait mise en confiance pour la recherche. Ouais, c'était une chose auquel j'avais pensé. C'est un excellent. Je sais que par exemple sur le conseil, quand il y a beaucoup de case studies, il existe des livres entiers de case studies. Ouais. Et peut-être avoir plus accès à des case studies, ce serait pas mal. J'en avais trouvé quelques-uns sur Internet, mais pouvoir s'entraîner sur des case studies blancs, en effet, ça aurait été un truc qui était cool. Alors sur les case studies, vous êtes quand même entraîné tous les jours. Ouais, tous les jours. sur les entretiens blancs. Et toi, Manon? Moi, je trouvais que sur la partie case study, justement, on avait été effectivement bien préparé. Et surtout dans comment approcher le case, comment le structurer, etc. Ça, je pense que la formation a clairement frappé un coup très fort là-dessus, vu qu'on en faisait tous les jours. Je suis tout à fait d'accord avec Jennifer que moi, ça a donné beaucoup de… Je trouve que la formation a donné de la crédibilité dans mes candidatures pour un job de PM. Je pense pas, honnêtement, je pense que l'écart entre mon précédent boulot et celui-ci, c'est quand même assez grand. Donc, ça montre une vraie détermination, une vraie volonté. C'est pas juste, ah oui, j'ai postulé pour un job de PM et j'ai aussi postulé pour plein d'autres fonctions. Ça renforce le fait qu'il y a de la cohérence dans cette application. Et par rapport à ce sur quoi on aurait peut-être pu aller plus loin, moi, j'aurais voulu mettre en place chipoter un peu plus avec des outils de tracking, toute la partie un peu plus analytique. On a eu bien sûr des journées dédiées à la data, mais un peu plus manipuler certains outils, ça m'aurait plu. Alors, c'est hyper intéressant de faire cet exercice. Et merci pour cet exercice. Et par rapport à ça, d'ailleurs, vous êtes les premiers à le savoir, mais on itère beaucoup sur le programme chez Maestro. Et la nouveauté, là, pour les prochains programmes, c'est qu'on va on va travailler à la fin du bootcamp, pas sur la création d'un MVP,
comme ça c'était le cas jusqu'ici, mais sur une problématique produit très concrète. Là, ça va être chez Payfit, où on va plancher sur, en partenariat avec leur Head of Product et plusieurs Product Managers, on va plancher sur une de leurs problématiques produits de A à Z et on va avoir accès à leurs outils, à leur environnement de travail, à leur environnement de product. Donc c'est un retour que j'avais eu et qui est bien et qui a bien été acté. On peut revenir? Pour conclure très rapidement, parce qu'il est déjà 19h, qu'est-ce que vous aimez le plus aujourd'hui dans votre job de product manager? Tricky cette question. C'est de Pour moi, savoir que. Ouais, pardon, vas-y, Manon. Je t'en prie. Après toi. Pour moi, c'est vraiment le fait d'être au cœur de l'entreprise, parce que pour tout prioriser, tous les besoins, il faut comprendre le fonctionnement de la boîte de bout en bout. Il faut comprendre beaucoup de choses, en fait. Donc, la learning curve, là, je suis en plein dedans, vu que je viens d'arriver. Mais en même temps, c'est super excitant. Et voilà, le fait d'apprendre, d'avoir de l'impact et de connaître beaucoup de gens dans l'entreprise, d'être en contact à la fois avec les personnes en interne, mais aussi avec les clients, je trouve vraiment super, quoi. Et toi, Jennifer? Alors, je pense qu'on est responsable de son produit, de son succès et de son échec. Ça met quand même ça met de la responsabilité, mais c'est bien aussi et c'est ce que moi j'attendais de ce poste. Donc, voilà, je sers à quelque chose et je sais pourquoi je me lève le matin. Et toi, Gonz? Moi, c'est comme je développe des applications mobiles. Donc, pour moi, c'est être sûr que ce que je développe, ça va vraiment être utilisé par les utilisateurs. Ça va vraiment être utile. Alors, rien que ça, c'est une victoire en soi. Merci à vous, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci Jennifer, Gonzague, Manon. N'hésitez pas à nous mettre une petite note, s'il vous plaît, de 1 à 5. Si vous voulez nous, en savoir un petit peu plus, il y a masse de webinaires qui arrivent. On aura ce webinaire en replay sur notre chaîne YouTube. On est dispo pour discuter. Moi, j'adore discuter de votre profil. Je peux vous aussi analyser et vous aider si jamais vous en avez besoin. Donc, n'hésitez pas. Merci Flavie pour l'organisation et je vous dis bonne soirée à toutes et à tous et puis à très bientôt. Alors. Salut. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Et merci beaucoup. Merci. Ciao.